Bonjour. Aujourd'hui, je ne vais pas parler directement de Machiavel, je vais plutôt m'intéresser à un autre philosophe italien, un philosophe beaucoup plus contemporain, qui est Antonio Gramsci. Et puis ensuite, je reviendrai à Machiavel, vous verrez par quel détour. Alors, Antonio Gramsci, je le présente immédiatement comme un philosophe italien. Il est plus connu pour autre chose, c'est parce que c'était un homme politique de tout premier plan en Italie. Dans énormément de villes italiennes, on trouve encore une Piazza Gramsci ou une Strada Gramsci. Et Gramsci est le fondateur du Parti communiste italien. Il en a été le dirigeant jusqu'en 1926, à la date de son arrestation, et il est mort en 1937. Alors Gramsci est d'origine sarde, c'est pas tout à fait anodin, puisque la Sardaigne a un rôle particulier dans les régions italiennes, et que la langue sarde a son existence propre. Le sarde, ce n'est pas de l'italien, c'est une langue latine, que je ne connais pas, mais certains disent qu'elle est plus proche de l'italien encore que plus proche du latin, pardon, que l'italien lui-même. Et son rapport à l'Italie va être un rapport où Gramsci va essayer de comprendre comment se forme l'unité nationale, l'importance de la culture, l'importance des langues et de la langue nationale, et tout ça va ouvrir la piste à toute une série de réflexions utiles, utile encore aujourd'hui d'ailleurs, quand on réfléchit à la situation italienne et peut-être à celle d'autres pays qui rencontrent les mêmes problèmes. Alors Gramsci va donc être un jeune homme qui devient assez rapidement un intellectuel brillant. Il va fonder en 1919 le journal qui s'appelle L'Ordine Nuovo, qui va être une des bases du Parti communiste italien. Il va ensuite écrire toute une série d'études, d'analyses et d'articles qui vont donner lieu à des réflexions stratégiques pour le Parti communiste, et puis qui là encore pourraient nous concerner aujourd'hui. Je vais citer que 2-3 exemples. Gramsci réfléchit sur la révolution russe et s'aperçoit assez vite que la révolution soviétique ne peut pas s'étendre en Occident. Elle n'y parvient pas, et l'élément essentiel, ça va être la défaite de la révolution allemande entre 1919 et 1923. Et Gramsci essaie de comprendre ce qui s'est passé là. Et il va montrer qu'il y a une différence importante entre ce qui s'est passé en Russie, lié à la structure même de la Russie, et la vieille Europe. Et il va montrer qu'il y a peut-être deux stratégies envisagées. En Russie, la révolution a gagné par une guerre de mouvement. Ça s'est fait très vite, la révolution russe. C'est une affaire de quelques mois, puis suivie d'une guerre civile qui va durer 2-3 ans. Mais cette guerre de mouvement, elle est possible parce que l'État russe, l'État tsariste, est extrêmement fragile et complètement arriéré. Ce qui explique du coup la fragilité dont va hériter la révolution russe et ce qui pourrait nous permettre de comprendre le destin de l'Union soviétique par la suite. À l'inverse, en Occident, nous dit Gramsci, nous avons un capitalisme avec une vieille tradition, fortement enracinée, qui contrôle un État puissant, et pour Gramsci, il est à peu près exclu que l'on puisse transformer la situation dans les pays capitalistes de la vieille Europe en utilisant la même tactique que celle qui avait été utilisée par les bolcheviks en Russie. Pour lui, ce qui se profile, c'est non pas une guerre de mouvement qui va permettre de régler la question en quelques mois, peut-être 2-3 ans, mais c'est une guerre de position dans laquelle le parti et la classe ouvrière devraient occuper les casemates du pouvoir progressivement, de façon à gagner l'hégémonie sur la société. C'est une vision assez différente de celle qui domine dans les partis communistes à l'époque, et en particulier dans les partis communistes d'Europe occidentale. Voilà. Ça, c'est une avance sur laquelle on pourrait réfléchir assez longtemps. Peut-être que si les gens qui se disent révolutionnaires avaient mieux réfléchi à cette question, nous ne serions pas dans la situation un peu désespérée dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Il y a un deuxième aspect dans la réflexion de Gramsci, par exemple, c'est l'importance qu'il accorde à la question du Midi, la question méridionale. L'Italie est coupée en deux, elle est coupée entre le nord et le sud, un nord qui est riche, et un sud pauvre. L'Italie est également
traversée par des conflits extrêmement anciens entre les diverses régions qui la composent, et joue aussi en Italie un rôle très important qui est celui du catholicisme, sur lequel Gramsci va essayer de réfléchir. Et donc, ces élaborations de Gramsci vont d'ailleurs être pour partie seulement, mais pour partie reprises par le Parti communiste italien en 1945, sous la direction de Togliatti. Je pense simplement, par exemple, à l'idée de la conquête de l'hégémonie sur la société en utilisant les casemates du pouvoir. C'est très exactement ce que va faire le Parti communiste italien dans les régions qui vont être ces régions fortes. Je pense à l'Italie du centre, à la Toscane, à l'Émilie-Romagne, surtout Bologne, c'était la capitale rouge depuis tout le temps. Et puis sur des tas d'autres questions, notamment sur la question du catholicisme, où le Parti communiste a tenté toute une série d'opérations de séduction à l'égard des catholiques italiens, parce que ils pensaient, et je pense pas tout à fait à tort, qu'on pouvait difficilement changer la situation politique italienne en se mettant à dos le catholicisme. Voilà. Bon. Alors je vais laisser ici l'intérêt politique de Gramsci. Ce qui va être le plus important peut-être pour nous, c'est les cahiers de prison. En 1926, donc, Gramsci est arrêté, jeté en prison, et Mussolini pensait qu'il fallait empêcher ce cerveau de penser jusqu'à la fin des temps. Parce qu'effectivement, Mussolini, qui était tout sauf un imbécile, comprenait parfaitement la force de la pensée de Gramsci et la force intellectuelle de cet homme-là. Alors, jeté en prison, Gramsci va avoir assez peu de liberté pour écrire une grande œuvre, mais en tous les cas, il va, malgré les conditions difficiles, malgré sa maladie aussi, il va pouvoir continuer d'écrire. Il va écrire en évitant d'appeler les choses toujours par leur nom. Parfois, il y a tout un langage intéressant à décoder pour comprendre ce que fait Gramsci dans ses cahiers de prison. Il va écrire des réflexions, alors qui touchent absolument tous les domaines, des réflexions sur la philosophie en général, sur la philosophie italienne. Il y a de très très nombreuses pages qui sont consacrées justement à la philosophie italienne, et notamment à celui qui a été l'alternative à Gramsci d'un certain point de vue, le libéral Benedetto Croce, et puis d'autres encore. Et puis surtout, Gramsci, pour ce qui nous intéresse, va relire Machiavel, et notamment Le Prince. Voilà. Et l'idée que Gramsci va développer, c'est que Le Prince de Machiavel n'est pas du tout un traité de fourberie, mais ça je l'ai déjà dit les deux dernières fois, donc je vais recommencer. Mais il est le point de vue du peuple sur la question du pouvoir. Alors ça pourrait être aussi ce que dit Rousseau quand il dit que Machiavel, feignant de donner des leçons au prince, en donne de grandes au peuple, mais il va beaucoup plus loin, Gramsci. D'abord, il prend au sérieux cette idée qu'on trouve dans la préface du Prince de Machiavel, quand Machiavel dit « Pour bien connaître les princes, il faut être peuple ». Et donc Gramsci dit « Machiavel se fait peuple », c'est-à-dire qu'il pose sur le problème politique le regard du peuple. Et ce que conclut Gramsci de ça, c'est que l'intérêt du Prince, eh bien, c'est que c'est un ouvrage qui réfléchit sur comment pourrait se former une volonté collective pour créer un nouvel État. Alors ça, c'est une manière de penser l'œuvre de Machiavel qui est tout à fait intéressante, peu commune, mais tout à fait intéressante. Et voilà donc l'orientation de la lecture que propose Gramsci. Comment Le Prince est le livre qui permet de penser la formation d'une volonté collective. Et effectivement, ce que propose Machiavel, et ça c'est le dernier chapitre qui le dit clairement, c'est comment s'unir pour libérer l'Italie des barbares. Mais il n'y a pas besoin de faire beaucoup de surinterprétation pour arriver à la situation à laquelle est confronté Gramsci, comment libérer l'Italie et les autres pays d'Europe de la barbarie capitaliste. Voilà. Et le prince, il doit trouver une incarnation moderne, et cette incarnation moderne, pour Gramsci,
c'est le parti. Le parti communiste, pour lui, c'est le prince nouveau. C'est le prince nouveau. Et c'est ce prince nouveau qui a comme vocation d'unir, de forger la conscience pour permettre de libérer l'Italie des barbares, c'est-à-dire pour permettre l'avènement d'un monde nouveau, d'un État nouveau. Voilà. Alors, je pense que cette vision du prince peut se justifier très largement, surtout quand on la remet en relation avec d'autres écrits de Machiavel, quand on la met en relation avec ce qu'il dit de la République, dans le discours sur la première décade de Tite-Live, quand on voit comment il aborde l'histoire de Florence, et notamment la fameuse révolte des Ciompi, où ces ouvriers de la laine vont mettre à bas le règne de l'oligarchie pour quelques semaines, seulement quelques semaines, mais ces essais ont toujours une grande valeur. Eh bien, si on met ça bout à bout, comment Machiavel analyse la révolte des Ciompi, comment il pense le rôle de la République et l'importance qu'il accorde au mouvement populaire dans la République, dans ses discours sur la première décade de Tite-Live. C'est Machiavel qui dit que les tumultes dans la République sont toujours favorables à la liberté. Voilà, voilà des choses qu'il faudrait rappeler aujourd'hui. Les tumultes sont favorables à la liberté, parce que c'est le mouvement du peuple qui seul peut garantir la liberté. Et puis, donc, si on lit Le Prince à la lumière de ces autres pensées de Machiavel, eh bien, je crois qu'on peut parfaitement admettre l'interprétation qu'en fait Gramsci, interprétation dans laquelle, comment dire, il va, disons, faire du prince une sorte de version littéraire, artistique, en quelque sorte, de sa stratégie politique. Voilà. Alors, je ne sais pas si on peut dire beaucoup d'autres choses sur cette idée de Gramsci, mais il me semble que l'on devrait y réfléchir de façon plus approfondie. Il y a eu une mode ces dernières années où toute une série d'hommes politiques se sont mis à dire il faut relire Gramsci. Bon, en fait, comme ils ne l'avaient jamais lu, il faut relire Gramsci, c'était toujours un peu comique, et puis de toute façon, ils n'en ont rien lu de Gramsci. Ils ont gardé une seule idée, cette idée d'hégémonie intellectuelle. Hégémonie intellectuelle. C'est quoi cette histoire d'hégémonie intellectuelle? Eh bien, c'est l'idée que une bataille politique ne se gagne définitivement et sérieusement, s'il s'agit d'une bataille sérieuse, pas des jeux de guignol auxquels nous assistons, mais une vraie bataille politique ne se gagne que sur le terrain des idées. Et il faut gagner les masses à ces idées si on a envie de gagner en politique. Voilà. Alors cette idée d'hégémonie intellectuelle, elle a été reprise par un peu tout le monde. On nous a expliqué que la droite avait repris la bataille des idées, qu'elle avait gagné l'hégémonie intellectuelle, et puis un peu tout le monde a dit ça. En fait, c'est pas de ça dont il s'agit, l'hégémonie intellectuelle. Gramsci n'a jamais pensé qu'il fallait convaincre les gens de la justesse de nos idées. Il apporte une grande importance à la bataille culturelle. Ça, j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir. Par exemple, il apporte une importance considérable à l'éducation. Pour lui, l'éducation, l'apprentissage de la grammaire, la capacité d'utiliser sa langue maternelle et de pouvoir s'exprimer, c'est quelque chose de fondamental si on veut réfléchir à une transformation sociale. Mais l'hégémonie culturelle, c'est pas convaincre les gens qu'on a les meilleures idées politiques, je sais pas moi, que le libéralisme c'est vraiment très bien, ou je ne sais quoi encore. Non, ce qui intéresse Gramsci, quand il parle d'hégémonie, c'est ça, c'est comment se forme une volonté collective. Voilà. Et Le Prince, c'est ça. Comment se forme une volonté qui peut devenir la volonté collective. Et peut-être que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est justement un prince, non pas un homme à suivre, pas un nouveau Bonaparte, un nouveau général Boulanger, ou l'un de ces innombrables caudillos qui peuplent toute l'histoire mondiale.
Ce qu'il nous faut, c'est un prince au sens de Gramsci, c'est-à-dire un organe dans lequel se forme une volonté collective. Voilà.